Le grincement de l'acier contre l'acier résonnait encore aux oreilles de Rhett Maddox tandis qu'il garait son pick-up dans l'allée. 16 heures d'affilée à l'usine. Ses mains lui faisaient mal à force de serrer les outils. Son dos hurlait à force de se pencher sur les poutres métalliques, mais il était chez lui. La lumière du Porsche projetait une douce lueur sur les marches. Par la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir du mouvement. Laney rangeait la vaisselle. Normal, en sécurité. Rhett attrapa sa boîte à lunch et sa trousse à outils sur le siège passager. Ses bottes crissèrent sur le gravier tandis qu'il se dirigeait vers la maison. Les bruits familiers de la maison l'accueillirent, le bourdonnement du réfrigérateur, le murmure lointain de la télévision. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement avant qu'il puisse atteindre la poignée. « Papa !» Bodhi s'écrasa contre ses jambes, les bras enroulés autour de sa taille. 9 ans et plein d'énergie. Ses cheveux blonds se dressaient dans 3 directions et du chocolat maculait le coin de sa bouche. « Et dis donc, mon pote. » Rhett laissa tomber sa trousse à outils et ébouriffa les cheveux de son fils. « Qu'est-ce qui t'excite tant ? Maman m'a envoyé des cookies. » Bodhi brandit un cookie aux pépites de chocolat à moitié mangé. « Ils sont vraiment bons. Goûte-en un. » Rhett regarda par-dessus la tête de son fils vers la table de la cuisine. Une boîte ouverte était posée là, un carton blanc avec le logo d'une boulangerie locale. Un mot rose était posé à côté. L'écriture de Laney était visible d'où il se tenait, l'estomac noué. Quelque chose clochait. Laney apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un torchon à la main. « Dis donc, chérie, comment s'est passé le travail ? » « Bien. » Elle ne pouvait détacher son regard de la boîte. « D'où viennent les cookies ? » « De la boulangerie de Pine Street. » Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas son regard. « Je pensais que Bodhi les aimerait. » Bodhi reprit une bouchée de son cookie. « Ils ont un goût différent de d'habitude, mais ils sont aussi bons qu'avant. Le mauvais côté est comme un coup de poing dans le ventre. » La boulangerie de Pine Street était fermée depuis 2 mois. Il passait devant tous les jours en voiture pour aller au travail. Des panneaux de signalisation sur les fenêtres étaient accrochés à la porte. Bodhi. Sa voix était plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Crache-le. Quoi ? Bodhi rit. Des miettes de biscuits tombaient de sa bouche. Crache-le maintenant. Bodhi le cracha. Rhett se précipita en avant et attrapa son fils par les épaules. Les yeux de Bodhi s'écarquillèrent de stupeur et de peur. Rhett, qu'est-ce qui ne va pas ? Laney s'avança, la voix cinglante de colère. Combien as-tu mangé ? Rhett tourna le visage de Bodhi vers lui, le scrutant du regard. Combien de biscuits ? Juste 1 et demi. La voix de Bodhi trembla. Papa, tu me fais peur. Les mains de Rhett se posèrent sur la bouche de Bodhi, ses doigts essayant d'en retirer le reste. Son fils se recula, les larmes aux yeux. C'est dingue, dit Laney. Ce ne sont que des biscuits. Non, se leva Rhett, l'esprit bourdonnant. La boulangerie est fermée depuis des mois. Le visage de l'empâlit. L'espace d'une seconde, son masque de sang-froid glissa. J'ai dû les acheter ailleurs. Je ne m'en souviens plus, papa. La voix de Bodhi semblait plus faible maintenant. J'ai mal au ventre. Rhett baissa les yeux. Le visage de son fils était blême. La sueur perlait sur son front. On va à l'hôpital, Rhett prit Bodhi dans ses bras. Mais tu exagères, dit Laney, mais elle attrapait déjà son sac à main. Je suis sûr qu'il va bien. Rhett ne répondit pas. Il porta Bodhi jusqu'au camion, le corps de son fils devenant plus lourd à chaque pas. Derrière eux, il entendit les pas de Laney sur le gravier. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un flou de feux rouges et de virages serrés. Rhett poussa le compteur au-delà de 100 km/h dans les rues résidentielles, les jointures blanches sur le volant. Bodhi était allongé sur la banquette, la tête sur les genoux de Rhett. Sa respiration était devenue superficielle, sa peau moite au toucher. « Reste avec moi, mon pote. » Rhett murmura, une main sur le volant, l'autre caressant les cheveux de son fils. « On y est presque. Tiens-toi bien. » Les yeux de Bodhi s'ouvrirent brusquement. « Papa, je me sens vraiment mal. »« Je sais, fiston. Les médecins vont t'aider. » La voix de Rhett se brisa. « Tu te souviens de ta fièvre l'hiver dernier ? Les médecins t'ont soulagé, non ? Ouais. » La voix de Bodhi n'était qu'un murmure. «
Tu veux rester avec moi? Je ne vais nulle part. Promis. Les portes des urgences de l'hôpital s'ouvrirent dans un sifflement mécanique. Red fit irruption, portant Body, criant à l'aide. Des infirmières apparurent aussitôt, poussant un brancard et posant des questions en rafale. Il peinait à répondre de manière cohérente. Moi aux urgences. Tout s'est passé trop vite et trop lentement à la fois. Les infirmières lui ont pris Body des bras, leurs gestes efficaces et pressants. Un médecin aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant s'approcha, bloc-notes à la main. Je suis le docteur Martinez. Qu'a ingéré votre fils? Des cookies, dirait en suivant le brancard dans un couloir lumineux. Des cookies aux pépites de chocolat. Ma femme a dit qu'il venait d'une boulangerie, mais cette adresse est fermée depuis des mois. Combien? 1,5, peut-être. Il y a 20 minutes, Red observait le transfert de Body sur un lit d'hôpital, son petit corps éclipsé par l'équipement qui l'entourait. Il travaillait avec une précision d'expert. Une infirmière posait 4 tubulures tandis qu'une autre vérifiait les constantes vitales. Le docteur Martinez examinait les yeux de Body avec une petite lampe de poche et lui demandait de tirer la langue. On va lui faire un lavage d'estomac, expliqua le médecin à Red. Essaie de faire sortir ce qui reste. Cela pourrait être inconfortable pour lui. Fais-le, dit Red sans hésiter. L'heure suivante fut un cauchemar de bips et de visages inquiets. Ils introduisirent du charbon actif dans le tube nasal de Body, essayant d'absorber le poison restant dans son organisme, et commencèrent à lui administrer des médicaments pour protéger son foie et ses reins. Mais à chaque minute qui passait, le teint de son fils devenait plus cendré. Sa réaction s'affaiblissait. Monsieur Maddox, un médecin en blouse verte, s'approcha de lui dans la salle d'attente. Son visage lui en dit long avant même qu'elle ne parle. Je suis désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. La salle d'attente pivota sur elle-même. Les sons devinrent étouffés et lointains. Le rapport toxicologique prendra quelques jours, poursuivit le médecin. Mais les premiers tests suggèrent un empoisonnement, quelque chose dans la nourriture qu'il avait consommée. Empoisonnement? Le mot résonnait dans sa tête, de plus en plus fort à chaque répétition. Où est mon fils? Sa voix lui semblait étrange, creuse et brisée. Voulez-vous le voir? Red hocha la tête, se méfiant de sa voix. Body semblait paisible dans son lit d'hôpital, comme s'il dormait. Ses cheveux blonds roux étaient plaqués contre son front, comme après son bain. Red tendit la main et lui toucha la main. Froid. Il fait si froid, papa. Il se retourna. L'année se tenait sur le seuil, le visage ruisselant de larmes. Elle se dirigea vers le lit, d'un pas hésitant. Oh, Body. Elle prit l'autre main de leur fils. Je suis tellement désolé, mon bébé. Red observa son visage, cherchant quelque chose de réel dans son chagrin. Les larmes étaient là, mais elles semblaient jouer. Une infirmière entra discrètement. Prends tout le temps qu'il te faut, dit-elle doucement. L'année se pencha au-dessus du lit, mais elle ne serra pas Body dans ses bras. Elle ne l'embrassa pas sur le front, elle resta là, une main sur son bras, pleurant des larmes silencieuses. L'infirmière avait raison. Elle n'avait jamais serré le corps dans ses bras. Les préparatifs des obsèques se confondaient dans un brouillard de paperasse et de condoléances. Red traversait tout cela comme un somnambule, répondant à des questions qu'il n'entendait pas vraiment, prenant des décisions qui n'avaient plus d'importance. L'année s'en chargeait en grande partie. Elle était douée pour ça, parler aux gens, prendre des dispositions, être la mère endeuillée que tout le monde attendait d'elle. Mais Red la regardait et la performance ne cessait de lui donner cet air. 3 jours après la mort de Body, elle quitta la maison après le dîner. J'ai besoin d'air, dit-elle en attrapant son sac à main. Cette maison, c'est trop pour moi en ce moment. Red hocha la tête depuis sa chaise dans le salon. Tu es assise là depuis des heures, à contempler le matériel artistique de Body sur la table basse. Crayons et crayons de couleur éparpillés sur du papier cartonné, dessins de dinosaures et de fusées. Après que la voiture de Lani eut quitté l'allée, il attendit 10 minutes. Puis il la suivit. Elle n'alla pas au parc, ne prit pas la voiture pour aller chez sa sœur ni faire ses courses. Elle se rendit en centre-ville, au Marriott sur Commerce Street. Red se gara de l'autre côté de la rue et la regarda franchir le hall d'entrée, confiante, déterminée, pas comme une femme dont le fils vient de mourir, mais il attendit dans le camion pendant 2 heures. Lorsqu'elle émergea enfin,
Elle n'était pas seule. L'homme à côté d'elle était grand, bien habillé, en costume coûteux, avec une coupe de cheveux impeccable. Il se tenait près du voiturier, la main de l'année dans le bas de son dos, attendant leur voiture. Rhett le reconnut. Travis Kane. Il avait vu son nom dans les pages mondaines d'un journal local, généralement associé à des expressions comme consultant pharmaceutique et généreux donateur. Le genre d'homme qui avait sa place dans les halls d'hôtel et les country clubs. Le genre d'homme que l'année avait toujours dit qu'ils ne s'embrassèrent pas pour se dire au revoir, mais l'intimité entre eux était indéniable. La façon dont elle lui toucha le bras, la façon dont il se pencha pour murmurer quelque chose qui la fit sourire, 3 jours après les funérailles de leur fils, et elle souriait. Rhett la suivit chez elle, se tenant suffisamment loin pour qu'elle ne le remarque pas. Ses mains agrippèrent le volant si fort que ses jointures devinrent blanches. Lorsqu'ils s'engagèrent tous les deux dans l'allée, l'année sortit de sa voiture, les yeux rougis, un mouchoir à la main. « Comment s'est passé votre trajet » demanda-t-il alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. « Paisible. J'avais juste besoin de me vider la tête. » Elle s'essuya les yeux. « Tout ça est si dur. » Rhett déverrouilla la porte et la lui tint ouverte. « Oui, c'est vrai. » Cette nuit-là, il resta éveillé, l'écoutant respirer à côté de lui. Même endormie, elle semblait simuler son deuil. Trop immobile, trop paisible pour une femme qui avait perdu son enfant quelques jours auparavant. Le lendemain matin, Rhett se fit porter pâle. L'année partie travailler à la compagnie d'assurance, l'embrassant sur le front et lui promettant de faire les courses en rentrant. Après que sa voiture eut disparu au bout de la rue, Rhett se rendit à leur bureau. Leur compte bancaire commun lança le premier signal d'alarme. Un retrait de 45 000 $ effectué 2 semaines avant la mort de Baudet. La ligne mémo était vide. Rhett fixait l'écran de l'ordinateur, son café refroidissant dans sa main. 45 000 $, plus de la moitié de leurs économies. Gondi fouilla plus profondément. Les relevés téléphoniques montraient des appels vers un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Des dizaines au cours des 3 derniers mois, généralement pendant ses heures de travail, les relevés de cartes de crédit étaient pires. Des frais dans des restaurants où il n'était jamais allé. Un hôtel à Spokane. Des dépenses d'essence qui ne correspondaient pas à sa routine habituelle. Mais ce sont les papiers d'assurance qui lui ont glacé le sang, une nouvelle police d'assurance vie sur Body. 250 000 $ signés 4 mois plus tôt. Dot. La main de Rhett tremblait lorsqu'il imprima les documents. La signature était bien celle de Lani, l'écriture fluide qu'il avait vue sur des cartes d'anniversaire et des listes de courses pendant 12 ans. Mais elle n'avait jamais mentionné la police, ne lui avait jamais demandé de signer quoi que ce soit. Il avait parcouru leur historique de courriel, à la recherche d'agents d'assurance ou de mise à jour de police. Rien. La police avait été souscrite à son insu, à l'aide de faux documents prouvant son consentement. Le bénéficiaire était l'épouse de l'année Maddox. Mais il y avait un bénéficiaire secondaire qui le glaçait. Travis Kane, un ami de la famille. S'il arrivait quelque chose aux 2 parents, Travis recevrait l'argent qu'ils avaient prévu pour toutes les éventualités. Même le risque que leur complot d'assassinat tourne mal et tue les 2 cibles. Son téléphone. Un buzz. Un SMS de Nell Brody, son ami de travail. J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu vas bien? Besoin de quelque chose? Rhett fixa le message un long moment. Nell avait travaillé à ses côtés pendant 8 ans. Elle le connaissait mieux que quiconque. Elle avait assisté aux anniversaires de Baudet, au matin de Noël, aux barbecues familiaux. Elle l'avait vu devenir père, l'avait vu s'illuminer à chaque fois que son fils entrait dans la pièce. Et elle était l'une des rares personnes à connaître suffisamment l'année pour la démasquer. Il lui répondit, « Tu peux venir ? Besoin de parler. C'est important. » Sur mon chemin, Nell arriva moins d'1 heure plus tard, toujours avec ses bottes de travail et son gilet de sécurité. Des taches d'huile marquaient ses mains et ses cheveux grisonnants étaient tirés en arrière en une queue de cheval pratique. Elle jeta un coup d'œil à son visage et fronça les sourcils. « Tu as une mine d'enfer » dit-elle en s'installant sur la chaise de la cuisine en face de lui. « C'est quand la dernière fois que tu as mangé quelque chose ? » « Je ne me souviens plus. »« Dormir. »« Pareil. » Nell étudia son visage avec la même attention qu'elle accordait aux mesures des plans au travail. Précis, méthodique, rien ne manquait. « Parle-moi, Rhett. Que se passe-t-il ? » Baudet n'est pas mort accidentellement. Les mots flottèrent entre eux comme la fumée d'un incendie.
L'expression de Nell passa de l'inquiétude à quelque chose de plus dur, de plus concentré. « Que veux-tu dire » Red étala les papiers sur la table. Relevé bancaire, relevé téléphonique, document d'assurance. Les preuves de la trahison de sa femme, disposées comme un puzzle qu'il aurait aimé ne pas pouvoir résoudre. Elle prépare ça depuis des mois. Sa voix était plate, sans émotion. Les biscuits étaient destinés à moi. Nell étudia les papiers, la mâchoire serrée à chaque page. Lorsqu'elle leva les yeux, ses yeux étaient noirs de colère. Cette police d'assurance, dit-elle en désignant le document. 250 000 signé il y a 4 mois. Je n'en ai jamais entendu parler. Et ce retrait, elle tapota le relevé bancaire. 45 000. À quoi ça sert? À construire sa nouvelle vie avec lui. Red a sorti la photo de Travis Kane sur son téléphone et l'a montrée à Nell. Elle a étudié l'image. Consultant pharmaceutique. J'ai vu son nom dans le journal. Association caritative, société. Elle le rencontre depuis des mois, les frais d'hôtel, les notes de restaurant. Tout cela pendant que je faisais des doubles journées pour économiser pour les études de Baudet. Nell s'est adossée à sa chaise, digérant tout. Elle connaissait Red depuis le lycée. L'avait vu rencontrer l'année, l'épouser, devenir père. Elle avait vu comment son visage s'illuminait lorsqu'il parlait du dernier projet artistique de Baudet ou de son expérience scientifique. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle finalement. La boulangerie est fermée depuis 2 mois. La police d'assurance, l'argent. Red s'est frotté le visage des 2 mains. Je les ai vus ensemble il y a 3 soirs au Marriott, 3 soirs après les funérailles. Ouais. Nell est restée silencieuse un long moment, ses mains calleuses à plat sur la table. Elle avait travaillé dans le bâtiment avant de passer à la fabrication d'acier, avait eu affaire à des hommes dangereux et à des situations toxiques. Mais c'était différent. C'était la famille. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. Red regarda les papiers éparpillés, puis la boîte de biscuits vide encore posée sur le comptoir. Le dernier repas de son fils devait être le sien. Tout brûlé. Travis Kane avait une routine. Tous les mardis, il se rendait à Spokane pour une conférence pharmaceutique à l'hôtel Davenport. 3 heures de présentation, de réseautage et de transactions qui assuraient la rentabilité de son cabinet de conseil. Red observait depuis 2 semaines, apprenant le schéma. Travis arrivait toujours avant midi, se garait toujours dans la même section du garage, restait toujours jusqu'à la fin de la réception du soir. Aujourd'hui, ce serait différent. Red était assis dans le hall de l'hôtel, sirotant une tasse de café en lisant le journal. Un simple voyageur d'affaires tuant le temps. Sa casquette était baissée. Un faux badge visiteur d'une entreprise de maquillage accroché à sa chemise, le T1215. Travis franchit les portes du hall. Confiance en soi, costume coûteux, serviette à la main. Il s'enregistra au comptoir de conférence et se dirigea vers la salle de bal. Red attendit 5 minutes, puis le suivit. La conférence était exactement comme il l'avait imaginé. Des représentants et des consultants pharmaceutiques discutaient de pénétration du marché et de marge bénéficiaire. Travis, assis au 3e rang, prenait des notes et bavardait avec les gens autour de lui. Pendant que Travis écoutait une présentation sur les nouveaux médicaments contre le diabète, Red prit l'ascenseur jusqu'au 7e étage, chambre 714. La suite de Travis, réservée au nom de son entreprise. Red avait beaucoup appris sur les serrures au cours de ses années dans la fabrication d'acier. Il fallait comprendre les systèmes de sécurité pour travailler avec des équipements et des matériaux coûteux. Les cartes clés d'hôtel étaient plus complexes que les serrures mécaniques, mais pas impossibles. Surtout avec les bons outils et la patience qu'il sortit de sa poche un petit appareil, un programmateur de lecteur de cartes acheté en ligne sous un faux nom. La technologie était facilement accessible pour peu qu'on sache où chercher. La sécurité des hôtels visait souvent plus à dissuader les vols occasionnels qu'à arrêter quelqu'un avec une réelle détermination. La porte s'ouvrit avec un bruit sec après 3 minutes de travail minutieux. La suite de Travis était impeccable. Des vêtements coûteux étaient suspendus dans le placard, classés par couleur et par style. Des chaussures en cuir italien étaient alignées en dessous. Chaque paire valait plus que ce que Red avait gagné en une semaine. Un ordinateur portable était ouvert sur le bureau, connecté au Wi-Fi de l'hôtel, affichant des fils de discussion sur les contrats pharmaceutiques et les marges bénéficiaires. Red travaillait rapidement mais soigneusement, photographiant tout ce qui pourrait lui être utile plus tard. Il trouva l'agenda de Travis,
notant les réunions à venir et les projets de voyage. Des relevés bancaires indiquaient des dépôts massifs de diverses sociétés pharmaceutiques, ainsi que des achats personnels coûteux, des bijoux, des notes de restaurants et des chambres d'hôtel. Le dispositif d'écoute, placé derrière la tête de lit, était suffisamment petit pour être invisible, mais suffisamment puissant pour capter les conversations dans toute la pièce. Des surplus militaires acquis grâce aux contacts que Finn avait noués pendant son service. La clé USB qu'il avait branchée sur l'ordinateur portable de Travis contenait des documents financiers falsifiés qui démontraient des détournements de fonds de la part de ses clients du secteur pharmaceutique. La beauté de ces preuves fabriquées résidait dans leur crédibilité. Travis menait un train de vie disproportionné par rapport à ses honoraires de consultant légitime. Les faux documents ne faisaient que documenter ce que les enquêteurs supposeraient déjà. Red a téléchargé les documents falsifiés sur le cloud de Travis, les a antidatés pour faire croire qu'ils y étaient depuis des mois. Il en a ensuite envoyé des copies à Meridian Pharmaceuticals, son plus gros client, ainsi qu'une information anonyme à un blog de surveillance de l'industrie pharmaceutique. L'email adressé à Meridian était simple: « J'ai pensé que vous devriez savoir ce que votre consultant a fait de votre argent. Vérifiez les documents joints. » L'article de blog qu'il a soumis était plus détaillé, expliquant comment les consultants pharmaceutiques surfacturent souvent leurs clients et détournent des profits via des sociétés écrans. Il a joint les faux documents de Travis comme preuve à l'appui. Puis il a effacé toute trace de ses activités de l'ordinateur de Travis et a laissé la salle exactement comme il l'avait trouvée. De retour dans le hall, il a vu Travis sortir de la conférence, toujours souriant et serrant des mains. L'homme ignorait totalement que son monde était sur le point de s'effondrer. Que le téléphone de Red vibrait alors qu'il conduisait son camion. Une alerte du blog pharmaceutique. Un consultant de Meridian Pharmaceuticals fait l'objet d'une enquête pour irrégularité financière. Lorsque Travis retourna dans sa chambre ce soir-là, son téléphone sonnait, rempli de questions auxquelles il ne pouvait répondre. L'appel arriva à 21h47. Red était assis dans son camion devant le bureau de Travis, le récepteur de l'écouteur sur les genoux. Pendant 3 jours, il avait surveillé les conversations, apprenant le rythme de la panique de Travis alors que sa vie professionnelle s'effondrait. Meridian Pharmaceuticals avait résilié son contrat. 2 autres clients exigeaient des audits. Les comptes professionnels de Travis étaient gelés, en attendant l'enquête. La voix de l'année grésillait dans le combiné, étranglée par la peur. « Tu avais promis que tout serait net », dit-elle sans préambule. « Tu avais dit que le gamin n'y toucherait pas », la voix de Travis était sèche, pleine de désespoir. « Ce n'était pas ma faute. Tu étais censé les envoyer quand Red était seul. Ne m'en veux pas, espèce de lâche. Je les lui ai préparés comme prévu. » Le doigt de Red planait sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. Chaque mot était enregistré par l'appareil d'écoute, mais il voulait sa propre copie. Une assurance. Tout s'écroule. Travis poursuivit, l'enquête, les comptes gelés. On doit disparaître avec quel argent? Le rire de l'année était amer. J'ai déjà dépensé la majeure partie de ce que nous avions pour préparer tout ça. L'indemnisation de l'assurance n'arrivera pas avant des mois. Tu as dit que tu envoyais les biscuits à Red, dit Travis, la voix brisée. Tu as dit qu'il les mangerait après le travail pendant que Baudet dormirait. Les plans ont changé. Le garçon a eu faim. Je n'ai pas pu l'arrêter sans paraître suspect. La main de Red se crispa sur le téléphone. Elle parlait de Baudet comme s'il était une gêne, une complication dans leur plan pour assassiner son père. On a tué un enfant, murmura Travis. Un enfant de 9 ans. On a tué la mauvaise personne, corrigea l'année. Mais Red respire encore, et c'est notre problème. L'enregistrement continua pendant 10 minutes. Des détails sur le poison que Rison avait extrait des graines de ricin auxquelles Travis avait accès grâce à ses relations dans l'industrie pharmaceutique, comment ils prévoyaient de partager l'argent de l'assurance et de disparaître ensemble. La mort de Horet aurait ressemblé à un accident. Un ouvrier fatigué mangeant de la nourriture contaminée. Le rison était facile à obtenir. Travis disait que les graines de ricin étaient légales à l'achat. Il suffit de connaître le processus d'extraction. Et vous vous êtes assuré qu'il y en avait assez? Demanda l'année. Plus que suffisant. La dose que je vous ai donnée aurait tué un homme 2 fois plus gros qu'un rouge. Le gamin n'en a mangé qu'une fraction. Et regardez ce qui s'est passé. Ne l'appelez pas le gamin. L'année s'est exclamée. Il s'appelait Body. Peu importe.
Le fait est que le plan aurait fonctionné si vous aviez suivi les instructions. Je vous avais dit que je ne pouvais pas attendre. Rhett commençait à se méfier des transferts d'argent. Il fallait agir vite et maintenant. La compagnie d'assurance va enquêter. La police pose des questions. Mon entreprise est en train de s'effondrer à cause de votre impatience. Rhett les écoutait discuter de la mort de son fils comme d'une transaction commerciale ratée. Pas de remords, pas de chagrin, juste de la colère pour les désagréments et le manque à gagner. À la fin de l'appel, Rhett resta assis dans le noir, digérant ce qu'il avait entendu. Sa femme ne l'avait pas seulement trahi. Elle avait assassiné leur fils par négligence et la cupidité. Et Travis ne voyait dans la mort de Bodé qu'une complication dans leur plan pour tuer son père. L'enregistrement suffirait à les condamner tous les deux. Mais Rhett ne s'intéressait plus à la justice. Il préférait la vengeance, celle qui ne pouvait être ni annulée ni contestée, celle qui leur ferait autant de mal qu'il l'avait fait à lui. Finn Maddox vivait dans une seule et grande caravane à la périphérie de la ville, là où les limites de la ville rejoignaient la forêt et où l'on ne posait aucune question. Rhett n'y était pas allé depuis 5 ans, pas depuis leur dernière dispute à propos de l'alcoolisme de Finn et de ses méfaits à l'étranger. Mais aujourd'hui, il gara son pick-up à côté de la Jeep rouillée de Finn et remonta le chemin de gravier. Finn ouvrit la porte torse nu, une bière à la main. Malgré leur matinale, son jeune frère avait vieilli durement ces dernières années. L'armée avait creusé des rides sur son visage, et la bouteille les avait creusées. « Eh bien, merde », dit Finn en scrutant le visage de Rhett. « On dirait que quelqu'un est mort. » « Quelqu'un l'a fait. » L'expression de Finn se calma. Il s'écarta, laissant Rhett entrer dans le salon exigu de la caravane. Des bouteilles vides recouvraient la table basse, et l'air sentait la cigarette froide et le regret. « J'ai entendu parler de Bodhi, » dit Finn doucement. « Je voulais venir à l'enterrement, mais ils l'ont tué. » Ce mot interrompit Finn au milieu de sa phrase. Il posa sa bière et se tourna vers son frère aîné. « Comment ça ?» Rhett lui raconta tout. Les biscuits empoisonnés, la liaison de Lani, la police d'assurance, les aveux enregistrés. À chaque détail, le visage de Finn se durcissait, se concentrait. « Tu appelles la police ?» demanda Finn lorsque Rhett eut terminé. « Non. »« Pourquoi ?» Rhett regarda les arbres par la petite fenêtre de la caravane. « Parce que la police, c'est le procès. Le procès, c'est les avocats et les négociations de peine. Et peut-être que l'année écopera de 15 ans, si on a de la chance. Travis écopera de moins parce qu'il n'a pas fait les biscuits. Et ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. » Finn resta silencieux un long moment, observant le visage de son frère. Puis il hocha lentement la tête. « De quoi as-tu besoin ? » « D'une camionnette propre. » Silence. « Et d'un sac ignifuge. » Finn se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Derrière la bière et les condiments périmés, il sortit un coffre-fort métallique. « J'ai la camionnette, » dit-il en ouvrant le coffre pour révéler l'argent liquide, de fausses cartes d'identité et un téléphone portable. Je l'avais préparé pour le moment où je déciderais enfin de disparaître moi-même. Une arrestation. Le sourire de Finn était froid et familier. C'était la même expression qu'il avait arborée quand ils étaient enfants et que quelqu'un s'en prenait à l'école Reddit. Protecteur et dangereux à parts égales. Petit frère, j'ai passé 3 tournées à apprendre à faire disparaître les problèmes. Un sac ignifuge est le cadet de tes soucis. Le téléphone de Lani vibra pendant qu'elle remplissait des déclarations de sinistre au travail. Un SMS de Rhett. Il faut qu'on se parle. Rien que nous ce soir. Elle fixa le message, l'estomac noué de malaise. Rhett était distant depuis les funérailles, mais elle avait attribué le chagrin. Quelque chose dans le ton de son message semblait différent. Dangereux. Elle répondit à propos de quoi ? De nous. De recommencer. Rendez-vous au chalet du lac Sereine. 20h. Le chalet appartenait à l'oncle de Rhett. Un endroit rustique qu'ils avaient visité plusieurs fois pendant leur mariage. Isolé, calme, entouré d'arbres. Un endroit où ils pouvaient parler sans interruption. Un point, ou un endroit où personne n'entendrait ni ne crierait. L'année repoussa cette pensée. Rhett était en deuil, pas méfiante. Elle était paranoïaque. La T730. Elle prit la route sinueuse en direction du lac Sereine. Le chalet était perché sur une petite colline surplombant l'eau,
ses fenêtres sombres contrastant avec le ciel du soir, car le camion de Rhett était déjà là. Elle se gara à côté et monta les marches en bois jusqu'à la porte d'entrée. Elle n'était pas verrouillée. Rhett, appela-t-elle en entrant dans la pièce principale. Il s'assit à la petite table à manger. Une chemise en papier craft ouverte devant lui. Des photos éparpillées sur la surface en bois. « Viens voir ça, dit-il sans lever les yeux. Lani s'approcha lentement, ses talons claquant sur le parquet de la cabine. Les photos devinrent nettes à mesure qu'elle s'approchait. Travis avec une autre femme au restaurant. Travis en train d'embrasser quelqu'un d'autre sur le parking d'un hôtel. Travis enlaçant une blonde vêtue d'une robe de luxe. « Où as-tu trouvé ça » murmura-t-elle. « Est-ce important » Rhett leva enfin les yeux vers elle, et l'expression de ses yeux la fit reculer. « Depuis combien de temps sais-tu » ? Sais-tu quoi ? Qu'il te trompe. Que tu n'es pas la seule femme avec qui il a promis de s'enfuir. Les photos étaient comme des coups physiques. Sur chacune d'elles, Travis était exactement comme il l'était avec elle, intime, possessive, prometteuse. Celle-ci est ma préférée, dirait en désignant une photo de Travis enlaçant une jeune brune. Elle a 3 enfants, une mère célibataire. Il lui dit qu'il l'aiderait aussi à prendre un nouveau départ. L'année s'affaissa sur la chaise en face de lui. Ses jambes s'affaiblirent soudainement. Ça pourrait être faux. Photoshopé. C'est possible. Rhett sortit son téléphone et appuya sur lecture du fichier audio. Mais ce n'est pas le cas. La voix de Travis emplit l'habitacle. Écoute, tu n'es pas la seule femme de ma vie, d'accord ? J'ai des options. Si cette histoire avec ton mari tourne mal, je ne te suivrai pas. La voix de la femme qui répondit n'était pas celle de l'âne. Elle était plus jeune, désespérée. Mais tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit qu'on serait ensemble. Je dis beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je les pense. Le monde de l'année bascula. L'homme pour lequel elle avait tué. L'avenir pour lequel elle avait sacrifié son fils était un mensonge. On peut tout recommencer, Rhett, dit-elle, les larmes aux yeux. Tout était pour nous. Pour notre avenir, Rhett se leva lentement, sa chaise raclant le sol. Il n'y a pas de nous. Il n'y a que toi dans une tombe. Les mots la frappèrent comme de l'eau glacée. Elle leva les yeux vers son visage et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ni colère, ni douleur, mais froid. Calcul. Rhett, qu'est-ce que tu es ? Le monde devint noir. À son réveil, elle était dans l'obscurité. Du béton froid sous elle, une corde autour de ses poignets et de ses chevilles. Une odeur d'humidité et de moisissure lui emplissait les narines. Elle était dans un sous-sol. Seule au-dessus d'elle, elle entendit des pas. Une porte claqua. Un moteur démarra et s'éloigna. Puis le silence. Le Stillwater Lodge se trouvait sur 12 hectares de nature sauvage dans l'Idaho, accessible uniquement par un chemin privé qui serpentait à travers une épaisse forêt. Travis l'avait acheté 6 mois auparavant pour investir, un endroit où de riches clients pouvaient chasser et pêcher en toute intimité. C'était désormais son repère. Rhett et Finn étaient accroupis dans la forêt, observant le chalet à la jumelle. Des lumières jaillissaient des fenêtres, et la Mercedes de Travis était garée dans l'allée de gravier. Le détecteur de mouvement à l'approche, murmura Finn en désignant de petits appareils fixés aux arbres. Il est paranoïaque. Une bonne raison. Il surveillait la propriété depuis 2 heures, cartographiant la propriété et comptant les sorties. Le pavillon avait 3 portes et une douzaine de fenêtres, mais une seule entrée ou sortie en voiture. Comment fait-on ça ? Demanda Finn. Rhett étudiait le bâtiment. Travis était à l'intérieur, passant probablement des appels, essayant de sauver ce qui lui restait de vie. Il ignorait que la mort était à 50 mètres dans la forêt. Silence. Pas de coup de feu, sauf en cas d'urgence. Finn hocha la tête et commença à déballer son matériel. Cordes, colliers de serrage, rubans adhésifs, outils acquis pendant son service militaire et jamais revenus. Ils avançaient dans la forêt tels des fantômes, évitant les détecteurs de mouvement et s'approchant par le côté aveugle du pavillon. Une fenêtre du sous-sol avait été laissée déverrouillée, sans se soucier de Travis, mais la peur rendait les gens négligents. Le sous-sol était sombre et rempli d'équipements de chasse, de fusils accrochés au mur, et un congélateur ronronnait dans un coin. Ils montèrent prudemment l'escalier en bois. Le rez-de-chaussée était composé d'une cuisine ouverte, d'un salon et d'une salle à manger,
tous visibles depuis l'escalier. Travis assis à l'îlot central de la cuisine, son ordinateur ouvert, son téléphone collé à l'oreille. Peu importe ce que l'enquête révèle. Il disait à quelqu'un, l'argent sera là la semaine prochaine. Laisse-moi juste le temps. Rhett et Finn l'entouraient de chaque côté, se déplaçant silencieusement sur le parquet. Travis ne les vit pas arriver. Le téléphone tomba au sol avec fracas lorsque le bras de Finn s'enroula autour de son cou. Travis agrippa le bras, ses chaussures de luxe cherchant à s'accrocher sur le bois lisse. « Ne te débats pas », murmura Finn à son oreille. « Ça ne fera qu'aggraver la douleur. » Travis s'affaissa au bout de 15 secondes. Inconscient mais respirant, ils lui lièrent les mains et les pieds, puis le transportèrent au sous-sol. Lorsqu'il se réveilla 20 minutes plus tard, il était assis sur une chaise, une corde le ligotant. Red était assis en face de lui, patient et immobile. « Où est l'année ?» demanda Travis d'une voix de cheval. « En sécurité pour l'instant. »« Que veux-tu ? De l'argent ? Je peux t'en procurer. » Red se pencha légèrement en avant. « Je veux que tu me parles des cookies. » Le visage de Travis pâlit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Le rison. « Comment vous l'avez extrait ? Combien vous avez utilisé ? Comment tu as convaincu ma femme de me tuer ? Tu es fou. Je n'ai jamais. » Red hocha la tête à Finn, qui s'avança avec une torche de propane dans sa main. La flamme bleue siffla à la vie. « Vous avez tué mon fils, » dit calmement Red. « Que vous le vouliez ou non, vous avez tué un garçon de 9 ans. Donc, nous allons avoir une conversation à ce sujet. » La conversation a duré 3 heures. Quand ce fut fini, Travis était mort et le Stillwater Lodge brûlait. Red se tenait dans l'allée en regardant les flammes consommer le bâtiment. À côté de lui, Finn a chargé le dernier de leur équipement dans la camionnette. « Aucune preuve », a déclaré Finn. « Le feu brûle assez chaud pour tout détruire. » Red hocha la tête, regardant toujours les flammes. Au loin, il pouvait entendre les sirènes s'approcher, mais il serait parti depuis longtemps avant l'arrivée des pompiers. « Un autre arrêt ?» a-t-il dit, grimpant dans la camionnette. « Faites ça. » La tombe de Baudet avait l'air petite dans la lumière du matin. Une simple pierre tombale avec son nom et ses dates. Et en dessous fils bien-aimé, parti trop tôt. Red s'agenouilla à côté de la saleté fraîche. Placez un seul jouet de dinosaure qu'un T-Rex Baudet avait aimé à côté des fleurs derrière lui. Il a entendu des pas sur le gravier. L'année trébucha vers lui, poussé par la main stable de Finn sur son dos. 3 jours au sous-sol l'avaient laissé sale et brisé. Ses cheveux pendaient dans des mèches graisseuses. Ses vêtements étaient déchirés et ses yeux tenaient le regard creux de quelqu'un qui avait perdu espoir. Ni Finn ordonna et elle tomba à genoux à côté de la tombe. Red ne l'a pas regardée immédiatement. Il garda les yeux sur la pierre tombale sur le nom de son fils sculpté en granit. « Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit à sa naissance ?» demanda tranquillement Red. La voix de Delaney est apparue comme un croc. « Red, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il était parfait, qu'il allait changer nos vies. » Il se tourna finalement pour la regarder. « Vous aviez raison sur cette dernière partie. » Des larmes ont suivi la saleté sur son visage. « Je n'ai jamais voulu que lui obtienne blessé. Vous devez le croire. »« Je te crois. » Red a sorti son téléphone et a pressé le jeu. « Je crois aussi cela. » Sa propre voix a rempli l'air du cimetière. Les plans changent. Le garçon avait faim. Je ne pouvais pas l'arrêter sans avoir l'air suspect. Le visage de l'année s'est effondré alors qu'elle entendait rejeter la mort de leur fils comme un inconvénient. Nous avons tué la mauvaise personne. Sa voix enregistrée a continué. Meret respire toujours, et c'est notre problème. Vous avez tout pris, a déclaré Rhett, debout lentement. Oh mon fils, ma confiance, ma capacité à croire en quelque chose de bien. Nous pouvons résoudre ce problème, a-t-elle chuchoté. Nous pouvons aller à la police ensemble. Je vais avouer. Je vais tout leur dire. À quelle fin? Vous pouvez donc passer 15 ans en prison et sortir pour écrire un livre sur votre histoire tragique? Rhett a regardé la tombe de Baudet une fois de plus. Son fils ne grandirait jamais, n'irait jamais à l'université, n'a jamais ses propres enfants, ne pourra jamais découvrir aucun des futurs que l'année lui avait volés. Alors maintenant je vous prends. Les mots ont été prononcés tranquillement sans colère ni haine, juste une simple déclaration de fait.
Lani leva les yeux vers lui, puis Affine debout derrière elle. Elle a vu sa mort sur leur visage. « Et s'il te plaît, murmura-t-elle. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Moi aussi, a dit Rhett. Elle a disparu cette nuit-là. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Le service commémoratif de l'année était plus petit que les funérailles de Baudet. L'histoire officielle était simple. Une mère en deuil, submergée par la perte de son enfant, était entrée dans la forêt et n'a jamais été de retour. Des équipes de recherche n'ont trouvé aucune trace de elle. Et après 2 semaines, la recherche a rempli sa boîte aux lettres. Les enfants. La fondation a tenu sa première collecte de fonds au centre communautaire. Rhett se tenait sur le podium en regardant la foule des supporters et a parlé de la perte et de l'espoir et de l'avenir. Le chagrin vous change, a-t-il dit. Il faut des morceaux de qui vous étiez et laisse quelque chose de différent, mais nous pouvons choisir ce que quelque chose devient. Le public hocha la tête, voyant un père courageux canaliser sa douleur dans le but. Il ne connaissait pas la fonction secondaire de la fondation, un réseau d'informations qui ont suivi les agresseurs domestiques, les prédateurs d'enfants et d'autres monstres qui blessent les familles. Souvent, efficacement, le programme Orion a rassemblé des renseignements et l'a transmis aux personnes qui pourraient agir dessus. Des gens comme Finn, qui avaient trouvé un nouveau sens de l'objectif dans la protection des innocents. Des gens comme Nell, qui ont découvert qu'elle était très bonne pour faire disparaître certains problèmes. Le visage public de la fondation était une question d'éducation et de sensibilisation. Mais son vrai travail s'est produit dans l'ombre, financé par des dons anonymes et du personnel par des bénévoles qui ont compris que parfois le système n'était pas suffisant. Parfois, la justice nécessitait une action plus directe. Le colis est arrivé un mardi soir, laissé à la porte de Rhett sans camion de livraison en vue. Papier brun nature, pas de retour adresse, son nom écrit en lettres de bloc. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un morceau carbonisé de papier de notes rose. Les bords ont été brûlés en noir, mais il est resté suffisant pour voir l'écriture de Lani pour mon rouge chéri. Profitez de ces cookies avec mon amour. La note de la boîte à biscuits d'origine, celle qui aurait dû brûler avec tout le reste de sa maison lorsqu'il a détruit les preuves. Mais le voici, livré comme un message d'entre les morts. Rhett a retourné le papier dans ses mains, étudiant les motifs de brûlure. Quelqu'un avait tiré ceci d'un feu délibérément. Quelqu'un qui savait ce que cela signifiait. Son téléphone buste. Un texte d'un numéro inconnu. Nous devrions parler. Rhett se dirigea vers sa fenêtre avant et regarda la rue. Des allées vides, des fenêtres sombres, le calme normal d'une soirée de banlieue. Mais quelque part là-bas, quelqu'un regardait. Quelqu'un qui connaissait ses secrets qu'il pensait à Baudet, à Laney, à propos des cris de Trévis dans le sous-sol du Burning Lodge. Il a réfléchi à la fondation et à son travail caché, aux familles qu'il protégeait et aux monstres qu'ils avaient éliminés. Il construisait une nouvelle vie sur les cendres de son ancienne. Objectif trouvé dans la vengeance, signification dans la justice vigilante. Maintenant, quelqu'un voulait aussi enlever cela. Le rouge a réglé la note de brûlure sur sa table de cuisine et a souri. Laissez-les venir. Il avait appris de quoi il était capable quand quelqu'un a menacé sa famille. Maintenant, ils apprendraient de quoi il était capable quand quelqu'un a menacé sa mission. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Un autre texte. Demain, minuit, la tombe de Baudet. Venez seul, Rhett a tapé sans hésitation. Je serai là. Cela a fonctionné pour faire